Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. On laisse des manifestations nazies avoir lieu, mais par contre, quand une personne va dire quelque chose qui ne plaît pas à M. Bayrou ou à Emmanuel Macron, il va y avoir une condamnation. On va trouver la petite bête, le petit truc pour condamner la personne. On ne peut pas, à l'heure actuelle, interpeller les autorités en place. On ne peut pas leur dire des choses. On n'a pas le droit. En 24 ans, je n'ai jamais pu m'exprimer réellement sur mon opinion politique à des gens qui étaient dépositaires du pouvoir. Parce que ces gens-là n'écoutent pas le peuple, parce que ces gens-là ont autre chose à faire, et parce que si Emmanuel Macron écoutait réellement le peuple, par exemple, il aurait déjà démissionné. Le 7 août dernier, François Bayrou s'est rendu en Charente-Maritime pour célébrer les 50 ans du Conservatoire du Littoral. Alors qu'il se dirigeait vers un déjeuner officiel, il a été interpellé par un homme qui lui a lancé « Et à tous les enfants qui sont violés, vous avez des comptes à rendre aux gens qui n'ont pas en dessous !» À la suite de cette intervention, cet homme a été placé en garde à vue pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Cerise sur le gâteau, il devrait également effectuer à ses frais un stage de citoyenneté en vue d'un stage de responsabilisation pour la prévention des luttes au sein du couple. Oui, vous avez bien entendu. On pourrait presque croire à une blague, mais non. Cet incident s'inscrit dans un contexte plus large, celui de l'affaire Betaram, évoquée lors de l'interpellation, et de critiques sur la gestion budgétaire jugée défavorable aux plus précaires. Aujourd'hui, dans notre nouveau Facecam, Salem, militant originaire de Rochefort, est avec nous pour revenir sur les faits, raconter son parcours, son interpellation et dénoncer une arrestation relevant, selon ses dires, d'un réel problème démocratique dans notre pays. Votre Facecam, c'est tout de suite sur le média. Je m'appelle Salem, j'ai 24 ans, je suis militant plutôt de gauche et j'ai été mis en garde à vue pour avoir interpellé le Premier ministre, Monsieur François Bayrou, et condamné pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Déjà, initialement, j'ai appris que François Bayrou allait venir genre la veille, parce que je suis sur plusieurs groupes de discussion militants. Et on avait prévu une manifestation à la place Colbert. Et donc j'avais accepté d'y aller. Et à ce moment-là, j'avais essayé d'inciter les gens en fait à aller s'approcher un peu plus de la Cordée Royale, donc là où il y aurait Monsieur Bayrou, pour essayer de revendiquer un peu plus fermement notre désir finalement de justice. Et peu de gens m'ont suivi en fait. J'étais un peu tout seul parce que les gens avaient peur en fait qu'il y ait un barrage ou avaient peur de se faire arrêter. Moi, j'ai toujours considéré que en fait, même si on n'arrive pas au bout, c'est un peu l'intention qui compte. J'ai toujours trouvé ça un peu ridicule le fait de faire des revendications dans des endroits où on va pas être vu, où personne ne sait qu'on est là. En fait, Monsieur Bayrou, il serait venu, il nous aurait pas vus et il serait reparti, ça n'aurait rien changé. C'est important, selon moi, de déranger un peu de temps en temps, sans être dans l'illégalité, hein, mais de déranger un peu pour pouvoir montrer qu'on n'est pas d'accord, parce que sinon, ça ne sert à rien. Et on y allait, et en fait, moi, j'étais un peu à l'avance du groupe. Ce qui fait que quand j'ai voulu descendre les escaliers du coup qui mènent à là où était Monsieur Bayrou, la police ne m'a pas du tout arrêté. Ils ont arrêté mon groupe derrière. Mais moi, ils m'ont laissé faire. Et en fait, j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs gens qui se baladaient à la corderie, donc que c'était pas interdit. Je pense qu'ils voulaient éviter ce genre de situation et que c'est pour ça qu'ils ont arrêté le gros groupe qui était... bref. Donc, je me suis retrouvée tout seul en bas. Et à ce moment-là, en fait, j'ai eu un peu peur de louper le moment, en fait, parce qu'il était déjà un peu tard, il était 12h45, je crois. Bah, parce qu'en fait, on serait allé ici pour rien, quoi. Et c'est pas tous les jours qu'on croise des personnalités politiques, des personnalités publiques pour enfin, auxquelles on a envie de dire des choses, quoi. Il faut savoir d'ailleurs que je n'avais pas du tout prévu de finir en garde à vue et que j'avais mon chien avec moi. Si j'avais su que j'allais en garde à vue, je ne l'aurais pas pris. Mais du coup, bref, j'avais mon chien. Donc on s'est approchés tous les deux et en fait, à ce moment-là, je vois des gens sortir et je vois Monsieur Bayrou sortir à ce moment-là. Du coup, j'ai un peu paniqué sur le moment parce que j'étais tout seul, que j'ai vu qu'il y avait aucun de mes camarades qui m'avait suivi, que en fait, j'ai un peu vécu le truc comme ah bah c'est le dernier moment où je vais pouvoir dire les choses. Et j'avais pas du tout prévu cette situation. En fait, je m'attendais même pas à pouvoir arriver aussi près. Je pensais que j'allais me faire arrêter avant, qu'on allait me dire que c'était interdit au public ou je ne sais quoi, bien avant en fait. Et en fait, en m'avançant, il y a un homme de la sécurité, j'imagine que c'était un homme de la sécurité, il n'avait pas d'uniforme, qui est arrivé, qui a mis son bras devant moi en me disant on n'avance pas. Et à ce moment-là, du coup, j'ai fait un pas en avant de plus, ce qui fait que du coup, ça l'a fait réagir. Il a commencé à me pousser en arrière. Et c'est à ce moment-là, du coup, que j'ai commencé à crier. Initialement, je comptais pas crier. Initialement, je comptais vraiment essayer d'aller dire les choses calmement. Je voulais vraiment pas être insultant, vraiment pas injurieux, vraiment pas violent. Je voulais juste dire les choses telles que je les pensais, tout en étant respectueux. Et au moment où j'ai commencé à crier, du coup, le gars a commencé à me faire une clé de bras.
Il y a un autre type qui est arrivé pour me faire une deuxième clé de bras. Du coup, j'avais mes deux bras en clé de bras et c'est moi, j'avais la laisse de mon chien qui était autour de mon poignet. Et ils m'ont amené, ils m'ont amené à l'écart petit à petit. Et du coup, moi, j'ai continué de dire ce que j'avais à dire. Monsieur Bayrou s'est tourné vers moi une demi-seconde, un peu surpris. Puis après, il a souri et il s'est éloigné. On m'a menacé aussi, vaguement. Et le gars m'a dit, si tu continues de crier, je te baïonne. Et l'autre, il m'a dit, ouais, si tu continues de résister, je te pète le bras. Et j'étais en mode, chill, les gars, vraiment, je suis en train de vous suivre là. Il y a aucun souci. Il y avait des gendarmes tout autour, ça je le sais. Mais je l'ai vu sur la vidéo de toute façon, mais je sais, il y avait 5 ou 6 gendarmes autour. Mais les gars n'avaient pas d'uniforme, ceux qui m'ont arrêté. Ils n'avaient pas d'uniforme, ils avaient rien à part leurs mains. Et d'ailleurs, je me doute, enfin, j'imagine que leur excès de zèle venait peut-être du fait qu'ils avaient rien et qu'ils savaient pas du tout si j'étais armée ou pas, mais bref. Du coup, voilà. Après, il y a d'autres, enfin, il y a des policiers qui sont venus, après coup. Je peux pas leur en vouloir d'avoir fait preuve de zèle parce que ils me connaissent pas, ils savent pas qui je suis. J'arrive, on est sur un terrain très dégagé. J'arrive vers le Premier ministre, il y a presque personne à part moi et deux, trois personnes. J'aurais très bien pu être armée, j'aurais très bien pu avoir une bombe sur moi ou je ne sais quoi. J'aurais pu lancer un signal à d'autres gens. Enfin, il aurait pu se passer n'importe quoi. Donc, je peux comprendre qu'ils aient un peu surréagi. Je peux comprendre qu'ils aient eu envie de me mettre à l'écart le plus vite possible en évitant toute forme de violence. J'aurais pu me retourner contre eux. Et même s'ils étaient deux, maîtriser une personne qui est hystérique, par exemple, c'est très compliqué. Quelque part, je leur en veux pas d'avoir réagi comme ça. Je pense que c'était pas nécessaire de me menacer. Par contre, le fait qu'on m'éloigne un peu brusquement, je peux comprendre. Parce qu'on sait pas jusqu'où est-ce que je peux aller quand on me connaît pas, en fait. Et c'est normal. C'est le Premier ministre. Puis au-delà du fait que ce soit Premier ministre, bon, bah, ça reste une personne. C'est normal qu'on cherche un peu à la protéger. Après, voilà, le fait d'avoir voulu m'empêcher de parler en mettant sa main devant ma bouche et ce genre de choses, bon, c'est un peu excessif. Quand j'ai agi, je pensais qu'ils allaient m'éloigner puis qu'ensuite j'allais pouvoir repartir. Je m'attendais pas à tout ça. Bon après coup, ça me semble plutôt logique. Donc il y a une voiture de police qui est arrivée, qui m'a emmenée. Moi, je pensais juste que j'allais passer là-bas et que j'allais ressortir. Mais en fait, à ce moment-là, le temps est super long. Mon chien, en plus, il supporte pas le fait d'être statique. Du coup, j'ai un chien qui couine sur mes genoux. Heureusement, les flics étaient très fans de mon chien, donc ça lui faisait passer le temps. Et quelqu'un à un moment passe sa tête au niveau de la porte et me dit que je vais rester en garde à vue parce que du coup je suis poursuivie pour outrage. Et donc j'ai été surpris parce que en plus dans mes propos j'ai vraiment pris soin d'essayer d'être le plus poli possible, quoi, de pas donner d'insultes et de pas être diffamante surtout. Et en fait il y a certaines choses que j'ai dit qui entraient dans la diffamation et au moment où je les ai dites je me suis pas rendu compte, quoi. C'était un peu complexe. Je suis restée 5 heures en garde à vue. Au bout d'1 heure, quelqu'un a pu venir récupérer mon chien, donc il est reparti, lui. J'ai pris 3 heures, oui, c'est ça, à peu près 3 heures avant d'être auditionné, et il a fallu 2 heures, du coup, avant que le procureur ne puisse donner sa sentence. Les 3 heures, en fait, c'est parce qu'ils étaient en sous-effectif et qu'il y avait quelqu'un d'autre qui devait être auditionné juste avant moi. Et pour joindre le procureur, ça a pris du temps. Pour outrage, on peut aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Donc, quand on m'a dit un stage de citoyenneté, bon, même si c'était à mes frais, dans ma tête, je me disais, bon, tant mieux. C'est le minimum et ça veut dire que ça va pas être grave, que je vais pouvoir rentrer chez moi, que je vais pouvoir respirer, souffler. Donc, dans un premier temps, je l'ai pas mal pris. Je l'ai vraiment pris comme un soulagement. En fait, c'est après coup que, en fait, que je me suis rendu compte que ça restait cher pour les moyens que j'ai. Donc, vous m'avez demandé si je comprenais la sanction et en fait, pour être tout à fait honnête, je comprends les raisons qu'on a invoquées. Intellectuellement, ce serait mentir que de dire que je comprends pas. Parce que oui, effectivement, il y a la phrase que j'ai dit, à savoir vous couvrez des violeurs, étant donné qu'il n'y a pas eu de jugement, qu'il n'y a pas eu comment dire, de preuves attestées par la justice, il y a la présomption d'innocence, donc c'est de la diffamation, ça rentre là-dedans. Moi, je pense que ce que je dis est vrai, mais je peux comprendre que ça puisse compter comme de la diffamation. Cependant, la sensation que j'ai par rapport à ça, c'est que il fallait me condamner, quitte à me donner la peine la plus minimum possible, il fallait quand même me condamner parce que j'avais parlé au Premier ministre. Je pense que si j'avais dit ça à n'importe qui d'autre, même dépositaire de l'autorité, hein, par exemple je sais pas, un flic, eh ben je pense pas que ce serait allé aussi loin. Je pense que en France, il y a un symbole, le Premier ministre par exemple, il y a un symbole qui devient progressivement intouchable et à qui on n'a rien le droit de dire et qu'on ne doit pas remettre en question tant qu'il dispose en fait de cette autorité publique. Et du coup, même si je comprends la sanction et je comprends les raisons invoquées, et je comprends aussi qu'on a essayé de faire en sorte que ce soit une condamnation minime, eh ben, je peux pas m'empêcher de me dire que quelque part, c'est assez représentatif en fait du fait que on ne peut rien dire au Premier ministre. Je pense que tout le monde le sait, mais François Bayrou a menti à plusieurs reprises sous serment, et ça c'est illégal.
Et pour l'instant, il n'en est pas inquiété. Et ça, par exemple, c'est quelque chose. En fait, au-delà de tout ce qu'il a fait, il n'a même pas eu le courage d'assumer ses actes ou ses non-actes. Il y a rien qui a été fait autour. Et même s'il y a des dénonciations, ça va prendre vraiment beaucoup de temps pour qu'il y ait des conséquences. Et je ne suis même pas sûre qu'il y ait de réelles conséquences. C'est-à-dire que les conséquences de ces non-actions ont coûté la souffrance de plein d'enfants, de plein de gens qui encore à l'heure actuelle en souffrent encore. Et lui, par contre, ne va pas en souffrir, si ce n'est que bon, bah, sa réputation est un peu entachée, mais bon, il s'en remettra. Je peux pas dire que je trouve ça normal, d'autant plus qu'un stage de citoyenneté, ça donne vraiment la sensation que je suis un mauvais citoyen et que du coup, le fait d'avoir interpellé Monsieur Bayrou, c'est être un mauvais citoyen. Or, je ne pense pas. Je ne pense pas être un mauvais citoyen. J'ai mes avis politiques qui peut-être divergent de d'autres personnes et je pense que c'est normal. Mais globalement, j'ai toujours agi dans la plus grande des légalités et dans la plus grande mais en fait du respect de ce que je considère être la citoyenneté. Du coup, avoir un stage citoyen, je ne sais pas vraiment ce que je vais y faire. On va m'apprendre à être un bon citoyen, mais bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je comprends la valeur symbolique que ça a et à quel point est-ce que ça paraît étrange. Ça me paraît moi aussi étrange. Je pense que j'aurais pas dû être poursuivie pour outrage parce que ce que j'ai dit, selon moi, n'était pas vraiment un outrage. Et je pense que tout ce qui s'est passé, toute la garde à vue, etc., toute la condamnation, pour moi, c'est assez représentatif, comme je l'ai dit, bah, d'une certaine forme de répression quelque part. Je comprends pourquoi est-ce que dans le système actuel, ça existe et pourquoi est-ce qu'on m'a condamné. J'arrive à en entendre les raisons, mais encore une fois, ce n'est pas parce que j'entends les raisons que je les trouve justes ou justifiées. Moi, on m'a juste dit que j'avais fait un stage de citoyenneté, on m'a donné un papier qui est juste là d'ailleurs devant moi. Et ils m'ont dit, voilà, va falloir vous rendre à tel endroit et à ce moment-là, on vous expliquera tout. Tel endroit, telle heure, tel jour, à ce moment-là, on m'expliquera en quoi ça consiste. D'un point de vue purement démocratique, moi je trouve que c'est une catastrophe. On peut pas, à l'heure actuelle, interpeller les autorités en place. On peut pas leur dire des choses. On n'a pas le droit. On ne peut pas s'exprimer. Par exemple, il y a des gens qui vont dénoncer le génocide à Gaza et qui vont être poursuivis en justice pour ça. Alors que au-delà d'être en opinion, c'est un fait. Et ce sont juste des paroles. Et je sais que les paroles peuvent être dangereuses parce qu'elles peuvent véhiculer des idées qui peuvent être dangereuses, mais on laisse des gens promouvoir des idées qui sont interdites par la loi. Donc des idées, par exemple, nazies ou ce genre de choses, on va les laisser promouvoir ces idées-là. On laisse des manifestations nazies avoir lieu. Mais par contre, quand une personne va dire quelque chose qui ne plaît pas à Monsieur Bayrou ou à Emmanuel Macron, eh ben, il va y avoir une condamnation. On va trouver la petite bête, le petit truc pour condamner la personne. Je dis pas forcément que j'ai bien agi ou que j'ai dit les choses de la bonne manière. Je pense qu'il y a eu beaucoup de laisser-aller par mes émotions sur le moment et qu'il y avait peut-être une meilleure manière de faire. Mais par contre, je peux dire que c'était la seule occasion que j'ai eue de toute ma vie de pouvoir m'exprimer directement à une autorité en place pour lui dire que je n'étais pas d'accord avec quelque chose. Que à l'heure actuelle, j'ai 24 ans et que en 24 ans, je n'ai jamais pu m'exprimer réellement sur mon opinion politique à des gens qui étaient dépositaires du pouvoir. Parce que ces gens-là n'écoutent pas le peuple, parce que ces gens-là ont autre chose à faire, et parce que si Emmanuel Macron écoutait réellement le peuple, par exemple, il aurait déjà démissionné. Et si Emmanuel Macron écoutait vraiment le peuple, il n'aurait pas pris M. Bayrou comme Premier ministre. Parce que ce soit la droite ou la gauche, je crois que personne n'a envie de le voir Premier ministre. Ça doit être une des seules choses, en fait, qui réunit la droite et la gauche, d'ailleurs. Bétaram aussi. Et moi, je pense qu'en plus, quand des choses aussi aberrantes se passent avec François Bayrou, par exemple, que le mec est encore Premier ministre, qu'il est encore à l'heure actuelle, qu'il n'y a pas eu de mise en place de quoi que ce soit, ben en fait, c'est aberrant parce que nous, il nous reste quoi? Il nous reste quoi, en fait, pour leur dire que ce qu'ils font est injuste? Il nous reste quoi? Rien du tout. Le mec va probablement pas être condamné, il va probablement pas y avoir de poursuite, et quand bien même, ce sera probablement minime, peut-être une amende ou je ne sais quoi, parce que c'est toujours ce qui arrive. C'est rare que ces gens-là fassent de la prison pour ce genre de choses. Et en fait, nous, on se contente de subir et de voir les autres subir et on peut rien dire. Donc oui, peut-être que j'ai pas très bien agi et peut-être que je l'ai pas dit de la bonne manière, c'est sûr. Mais à un moment donné, c'était la seule manière que j'avais de le faire. Et je pense que c'est pour ça que je l'ai fait. Et quelque part, je regrette pas de l'avoir fait parce que je pense pas que j'aurai l'occasion une autre fois dans ma vie de pouvoir le faire. Je sais que c'était risqué et je sais que c'était pas bien, mais mais je peux pas vraiment dire que je regrette parce que ce serait pas sincère et pas honnête. Avant de conclure, j'aimerais juste dire quelque chose, c'est que savoir que la vidéo quand elle est sortie de moi, j'ai été mis au courant un peu sur le tas. Ça m'a terrifiée d'ailleurs. Faut que je le dise. Ça m'a terrifiée parce que je voudrais être auteur de bande dessinée. J'aimerais avoir une identité publique plus tard et savoir que ça va rester à tout jamais. Mais même l'interview qu'on fait, ça va rester à tout jamais. Quelque part, c'est un peu terrifiant parce que ça veut dire que peut-être qu'il y aura des éditeurs qui ne voudront pas signer avec moi parce que j'aurais fait ça. Donc c'est terrifiant. À un moment donné, maintenant, c'est trop tard. Et je pense que c'est un bon point de départ pour la conclusion. Ce que j'ai fait, c'est fait, et je pourrais pas revenir en arrière. Donc
je pense que c'est bénéfique que je puisse y apporter de la nuance et y apporter mon point de vue. Moi, je pense que des actions comme ça, c'est risqué et que j'encouragerais pas tout le monde à le faire parce que on s'attend jamais vraiment aux conséquences et elles peuvent être désastreuses. Donc c'est risqué. Mais par contre, je pense que à un moment donné, quand l'État bafoue les droits du peuple, moi je pense qu'il est nécessaire que le peuple quelque part montre son désaccord. Je suis pas spécialement pour une démocratie totale parce que ça peut facilement devenir anarchique et les minorités peuvent facilement y être discriminées. Mais par contre, je pense qu'on est loin d'une démocratie à l'heure actuelle, que c'en est un simulacre et que les élections telles qu'on les fait actuellement ne sont pas bonnes et que le simple fait que Emmanuel Macron puisse désigner comme Premier ministre quelqu'un d'impopulaire ou quelqu'un qui n'est pas majoritaire à l'Assemblée ou ce genre de choses, ben pour moi, c'est une aberration. Et il y a un moment donné où les élites sont intouchables et que c'est juste pas tolérable. Et du coup, des événements comme celui qui s'est passé à Rochefort, il y en a plein, tout le temps. Il y a plein de gens qui le font, qui n'ont pas de vidéos qui tournent et qui leur permettent de pouvoir s'exprimer ensuite devant d'autres gens. Mais il y en a plein parce qu'il y a un ras-le-bol global et qu'en fait, petit à petit, je pense que les gens en ont marre, les gens sont fatigués de ne pas pouvoir être écoutés. Et donc, si je devais conclure, bah, c'est ce que je dirais. Je dirais qu'à un moment donné, ce que j'ai fait, quelque part, c'est une sonnette d'alarme. Quelque part, c'est une manière, je pense, pour le peuple, dont je fais partie, de prévenir l'État. On arrive à la limite. On arrive au moment où l'élastique est trop tendu. Et il va falloir rapidement se remettre en question et rapidement se rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas et que les choses qui ne vont pas, ce n'est certainement pas l'immigration. Merci d'avoir suivi ce Facecam. Face aux 105 millions d'euros du milliardaire ultra-conservateur Pierre-Édouard Stérin, qui veut installer l'extrême droite au pouvoir, le média lance, riposte, une contre-attaque offensive vitale et citoyenne. C'est notre unique chance de bâtir une chaîne d'infos populaire et indépendante, capable de percer sur les réseaux sociaux et sur la TNT francilienne, pour donner enfin la parole à celles et ceux qu'on ignore. Ensemble, reprenons le terrain et protégeons notre démocratie. Soutenez-nous sur campagne.lemediatv.fr.